Dans cette seconde vidéo, nous étudierons la construction européenne, mais cette fois-ci la troisième partie. Cette troisième partie est intitulée « Élargissement et approfondissement de la communauté européenne ». Qu'est-ce qu'on entend par élargissement? Eh bien, l'élargissement, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de pays qui rentrent dans cette Union européenne et donc que celle-ci s'élargit au fur et à mesure. Et approfondissement, c'est le fait que les pays qui participent à cette Union européenne acceptent de créer de nouvelles institutions européennes et donc que cette Europe puisse s'approfondir. Nous allons étudier ces élargissements et ces approfondissements de manière chronologique en fonction des mandats des différents présidents de la République française. Cela nous permettra de voir ce que chacun a apporté à l'Europe, ce qui s'est passé sous le mandat des uns et des autres, et en fait aussi quelle était l'opinion qui se faisait sur l'Europe. Voyons De Gaulle et l'Europe des nations. De Gaulle avait une conception tout à fait personnelle de l'Europe qui n'avait rien à voir avec celle des pères de l'Europe. En effet, il n'était pas question pour lui d'une Europe supranationale, d'États-Unis d'Europe, etc. Ce qu'il concevait comme étant l'Europe, c'était en fait des pays parfaitement et totalement indépendants les uns des autres qui, pour certains grands projets, pouvaient se réunir. Deuxième idée, il ne voulait absolument pas entendre parler de l'Angleterre dans l'Europe. En effet, lorsque les six ont signé le traité de Rome, l'Angleterre ne s'y trouvait pas. Elle avait créé indépendamment une zone de libre-échange, l'AELE. Mais c'était assez vite rendu compte que ses réels clients se trouvaient dans le marché commun, donc il fallait qu'elle en fasse partie. Or, pour De Gaulle, il n'en était pas question. En effet, pour lui, l'Angleterre, c'était une sorte de cheval de Troie des États-Unis. Ils étaient beaucoup trop proches des États-Unis et donc influencés par les Américains et pas indépendants du tout. Donc, pour De Gaulle, pas question d'avoir l'Angleterre. Donc, pas d'élargissement de l'Europe. Côté approfondissement, il y eut quand même la PAC, la politique agricole commune. C'est assez étonnant de la part de Gaulle parce que la PAC, finalement, c'est une conception supranationale de l'Europe dans la mesure où il s'agit de faire une politique agricole commune, c'est-à-dire que la production agricole des pays de l'Europe était supervisée par donc une institution européenne, que les prix étaient décidés au niveau européen, etc. Pourquoi De Gaulle a-t-il accepté ? Eh bien, tout simplement parce que c'était extrêmement favorable à l'agriculture française. La France était le principal pays agricole et donc faire une politique agricole était très avantageux pour la France. C'est pourquoi il a accepté. Mais ce fut la seule politique supranationale. Donc, un élargissement et un approfondissement sous le mandat de Gaulle. Lorsque Georges Pompidou va remplacer le général de Gaulle en 1969, il va immédiatement permettre à l'Angleterre d'entrer dans le marché commun. Il va donc y avoir un premier élargissement et l'entrée de l'Angleterre, suivie de l'Irlande et du Danemark, dans le marché commun. C'est le premier élargissement, donc le marché commun va passer de 6 à 9, et ceci grâce évidemment à Georges Pompidou. Et ensuite, un approfondissement. Cet approfondissement, c'est la discussion du serpent monétaire européen. De quoi s'agit-il exactement? Quel était le but principal du serpent monétaire? Le but, c'était que les différentes monnaies des pays qui formaient l'Union européenne varient à peu près en même temps vis-à-vis du dollar.
En effet, le principal problème, c'est que le dollar était devenu une monnaie comme les autres, c'est-à-dire que le dollar n'était plus rattaché à l'or, et donc le dollar variait constamment, mais chacune des monnaies devait pouvoir avoir une parité qui ne bougeait pas trop vis-à-vis du dollar. Donc c'était très compliqué de réussir à maintenir cette parité. Certaines monnaies réussissaient très bien, comme le Deutschmark, d'autres par contre, comme le franc ou la lire italienne, avaient beaucoup plus de mal. Donc l'idée principale, c'était que les différentes monnaies n'ont pas une même parité vis-à-vis du dollar, c'était tout à fait impossible, mais au moins qu'elles évoluent en même temps vis-à-vis du dollar. C'est-à-dire, s'il y avait certaines monnaies qui voyaient leur parité s'améliorer par rapport au dollar, il était bon que les autres monnaies soient à peu près et les mêmes possibilités. De la même manière, lorsque certaines monnaies principales avaient tendance à baisser vis-à-vis du dollar, eh bien les autres monnaies baissaient vis-à-vis du dollar, mais de manière à peu près coordonnée. Donc l'idée en fait, c'était que ces montées ou ces baisses de monnaie soient relativement bien coordonnées, que l'espace entre la plus forte et la plus faible ne soit pas trop fort, et donc ainsi que les monnaies européennes ne soient pas trop divergentes les unes par rapport aux autres et par rapport au dollar. Mais essentiellement les unes par rapport aux autres. Pourquoi ? Parce que des monnaies qui sont variables et qui changent constamment et qui n'ont pas le même rapport avec le dollar rendaient le commerce extrêmement difficile entre les pays européens. Donc l'idée c'était réussir à varier ensemble. Lorsque Valéry Giscard d'Estaing va remplacer Pompidou à partir de 1974, eh bien, on est en face d'un président qui, lui, est vraiment européen et qui est très intéressé par les problèmes monétaires. Il avait déjà participé aux discussions pour le serpent monétaire et il va être l'élément moteur de la deuxième étape, c'est-à-dire du système monétaire européen. Le système monétaire européen était beaucoup plus européen que ne l'était le serpent monétaire. En effet, on remarque ici qu'il n'y a aucune référence au dollar. Et donc, il s'agit de faire référence uniquement aux monnaies européennes. Et ceci à travers les prémices d'une monnaie qui est l'écu, European Currency Unit. Qu'est-ce que c'était que l'écu ? C'était en fait un panier de monnaies, c'est-à-dire qu'on prenait la valeur de toutes les monnaies qui formaient à l'époque l'Union européenne et on en faisait une moyenne pondérée par la puissance de chacun des pays. Ce qui permettait à chaque pays de connaître la valeur de sa monnaie en écu. Et cette valeur de la monnaie en écu donnait un taux pivot. Qu'est-ce que signifiait le taux pivot ? Eh bien, c'est qu'on pouvait pivoter autour de ce taux. C'est-à-dire, le taux était représenté par la valeur en écu de la monnaie. Elle pouvait prendre plus de 25% ou perdre moins de 25%, et c'est tout. Or, effectivement, il y a un plafond, on n'a pas le droit de passer à travers le plafond. C'est malgré tout ce que feront certaines monnaies comme le Deutschmark, la monnaie allemande, assez fréquemment. On n'a pas le droit de trouver le plancher, ce que fera le franc, mais aussi la lire italienne relativement souvent. Et l'idée, c'est donc de garder les monnaies européennes autour d'une sorte de tunnel dans lequel elles pouvaient varier, mais relativement peu. Et c'était une manière donc de permettre aux différentes monnaies de se rapprocher et d'avoir des parités qui ne soient pas trop éloignées. Et donc, c'est pour cela que, si vous voulez, c'était une manière peut-être d'avancer vers quelque chose qui pourrait être une monnaie unique. Mais on n'en était pas là, l'écu n'étant qu'une monnaie de compte. Sous le mandat de Valéry Giscard d'Estaing, il va y avoir un autre approfondissement de l'Europe. Cette fois-ci, il s'agit du Parlement européen. En effet, ce Parlement européen, pour la première fois, va voir ses députés élus au suffrage universel par toute la population de l'Union européenne. Et puis, un dernier point. Ce dernier point, c'est l'élargissement de l'Europe avec l'entrée en 1981 de la Grèce dans l'Union européenne. Donc, sous Valéry Giscard d'Estaing, c'est essentiellement l'élargissement d'un seul pays
et surtout, l'approfondissement au niveau monétaire et aussi démocratique pour le Parlement. Le président Mitterrand, qui arrive au pouvoir en 80, va lui aussi être extrêmement intéressé par l'Europe, et c'est le couple Mitterrand-Helmut Kohl qui va essayer de redynamiser l'Europe. D'abord en acceptant un premier élargissement qui est le fait que l'Espagne, le Portugal vont pouvoir entrer dans le marché commun en 86, et puis et surtout ça va être des approfondissements de l'Europe. Premier approfondissement, l'acte unique qui va permettre pour 93 le fait qu'il y ait un marché unique, c'est-à-dire que les promesses du traité de Rome vont être appliquées, plus aucune frontière, même physique, on ne voit plus de frontières entre les pays d'Europe, pour les marchandises, pour les personnes, et surtout, de nouveau, pour les capitaux. Donc, ici, un marché unique. Première chose. Deuxième élargissement, c'est le traité de Maastricht, qui est certainement le plus important de tous après le traité de Rome. Ce traité de Maastricht, signé en 92 et qui prend effet à partir du 1er janvier 93, donne essentiellement le calendrier pour faire une union économique et monétaire. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que les Européens se donnent 10 ans pour entrer dans une monnaie unique qui sera l'euro. Les critères de Maastricht sont ceux qui vont permettre aux différents pays d'entrer dans la zone euro. Si on respectait ces différents critères, on était donc capable d'entrer dans cette zone euro et donc d'avoir l'euro comme monnaie. Quels sont ces critères? Eh bien, ils sont essentiellement de 3 types. Le premier, c'est le fait que les déficits publics, c'est-à-dire les différences entre les recettes des États et les dépenses des États, ne doivent pas être supérieurs à 3% du PIB. Le second, c'est que les dettes publiques, c'est-à-dire les dettes des administrations publiques et essentiellement de l'État, ne doivent pas dépasser les 60% du PIB. Et le dernier, faible inflation, faible taux d'intérêt, cela généralement va ensemble. En fait, lorsque tous ces pays, grâce au fait qu'ils étaient dans les critères de Maastricht, qu'ils les respectaient, sont entrés dans l'Euroland, il y a eu un pacte qui a été signé, c'est le pacte de stabilité et de croissance. Le mot stabilité, c'est essentiellement les Allemands qui y tenaient parce que dans stabilité, il y a le fait qu'il n'y ait pas d'inflation. Et croissance, ce sont les Français qui y tenaient parce qu'ils voulaient quand même qu'il y ait l'idée de la croissance du PIB si on voulait pouvoir respecter les critères essentiellement de déficit et de dette. Donc, ce pacte de stabilité et de croissance, il a été signé une fois que les pays étaient dans l'euro, avec l'idée que même à l'intérieur de l'euro, bien, ils continueraient à respecter les critères de Maastricht, essentiellement les 2 premiers sur les déficits et les dettes. En fait, ça n'a pas toujours été le cas, et même les 2 principaux pays, la France et l'Allemagne, ont eu des moments où ils n'ont pas été capables de respecter ces critères de Maastricht. Deuxième élément, c'est la question de la subsidiarité. Alors, cette question de la subsidiarité, ça paraît être quelque chose de pas très important comme cela ou compliqué. En fait, c'est dire que l'Europe ne s'occupera que de ce que les États ou les régions ne peuvent pas s'occuper. Par exemple, lorsqu'il s'agit de la pêche. Bon, la pêche est sur toutes les côtes de l'Europe. C'est pas seulement la pêche en France, en Espagne, etc. Donc, toutes les côtes de l'Europe, eh bien, c'est l'Europe qui va s'en occuper. L'environnement, ça peut toucher toute l'Europe. Donc là aussi, c'est l'Europe qui va s'en occuper. Mais certains points précis dont les États ou les régions peuvent s'occuper, eh bien, l'Europe ne s'en mêle pas. C'est ça la subsidiarité. Dernier élément du traité de Maastricht,
c'est en fait de donner encore plus de pouvoir au Parlement, donc d'essayer là encore d'augmenter la démocratisation de l'Europe, qui est un élément qui manque de manière assez criante justement. Donc donner plus de pouvoir au Parlement. Autre approfondissement, l'espace Schengen. En fait, il avait été discuté à partir de 85, mais il sera pour la première fois accepté et mis en route en 95. De quoi s'agit-il? Du fait que entre un certain nombre de pays, pas tous, il y aura une frontière commune vis-à-vis des gens venant de l'extérieur. Et donc une fois qu'ils ont passé une de ces frontières, ils peuvent circuler librement à l'intérieur de tous les autres pays qui font partie de cet espace Schengen, ce qui améliore évidemment la mobilité des individus et la possibilité donc de passer d'un point à un autre de l'Europe, même quand on est étranger à l'Europe. Sous le mandat de Chirac, il y aura un autre élargissement. L'Europe va passer de 12 à 15 avec l'arrivée de pays comme l'Autriche, la Suède et la Finlande. Donc un élargissement. Et un approfondissement notoire, c'est à partir de 2002 l'introduction de l'euro comme monnaie unique, avec une banque monétaire européenne unique, la BCE, qui est indépendante de tous les gouvernements. Donc là, un élément important, profond, d'approfondissement. Nous avons ici les premiers pays qui ont fait partie de l'Euroland, qui sont soulignés en rouge. Nous pouvons remarquer qu'il n'y a pas l'Angleterre et que la Grèce est arrivée en 2001, donc très rapidement, mais nous savons maintenant qu'elle avait maquillé tous ses comptes. Une partie des problèmes actuels de la Grèce viennent de ces maquillages. En effet, elle avait fait croire qu'elle était arrivée à 3% du PIB comme déficit, à 60% comme dette. Or, elle en était extrêmement loin. Mais les autres Européens ont fermé les yeux. La Grèce, c'est quand même la mère de l'Europe. Et actuellement, elle en subit les conséquences. Pour conclure, le traité de Rome voulait une intégration économique des différents pays de l'Europe. Certes, l'économie est bien intégrée, mais il manque encore une véritable gouvernance économique à l'Europe, ce qui est un point important actuellement avec la crise de l'euro. Le second manque, c'est celle d'une Europe sociale. Certes, on parle de modèle social européen, mais il n'y a pas de politique sociale à l'échelle européenne, au niveau européen. Donc cela, ça pose effectivement encore des problèmes. Et donc l'Europe est encore à faire et le problème actuel de l'euro montre combien tout est fragile.